Le régime de Kiev et ses soutiens occidentaux qui ont fait le choix de l'escalade au détriment de la diplomatie espèrent désormais voir les États-Unis afficher un soutien plus affirmé à l'Ukraine. Toutefois, les tentatives de l'Occident de présenter la situation actuelle comme un tournant ne correspondent pas à la réalité. Ce mardi, une rencontre à huis clos s'est tenue à la Maison-Blanche entre Volodymyr Zelensky et le président américain Donald Trump. Aucun résultat significatif n'a été annoncé à l'issue de cet entretien. Dans le même temps, Zelensky et les dirigeants européens cherchent à convaincre aussi bien le président américain que l'opinion internationale que l'initiative n'est plus du côté de la Russie. Nous disposons désormais de 500 entreprises dotées de technologies de pointe et nos soldats sont sur le front. L'initiative n'est donc plus maintenant entre les mains de Poutine. Et c'est là le principal changement. En effet, certains médias ont également adopté cette lecture et évoquent un possible tournant dans le conflit, estimant que l'administration Trump, initialement engagée dans une démarche diplomatique, aurait changé d'approche. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réussi mardi un exploit qui paraissait impossible il y a un an. Convaincre Washington que Kiev peut gagner la guerre. Mais pour Moscou, l'analyse est tout autre. La Russie a souligné à plusieurs reprises qu'après avoir subi une série de revers sur le champ de bataille, l'Ukraine et ses soutiens se seraient tournés vers une stratégie de la terreur, présentée comme une nouvelle étape ayant modifié l'équilibre des forces dans le conflit. Aujourd'hui, alors que Zelensky ne cesse de reculer dans le Donbass et dans d'autres secteurs du front, alors que par désespoir il s'est lancé dans une activité clairement terroriste, mais voyant ses nombreux moyens à longue portée atteindre leur cible, ils se sont mis à promouvoir cette phase actuelle d'affrontement comme un tournant, comme une preuve qu'avec la force de caractère des Ukrainiens, ils pourront quand même infliger une défaite à la Russie, ce pays agresseur qui voulait soi-disant s'emparer de toute l'Europe après l'Ukraine. Aussi, ce slogan d'infliger une défaite stratégique a-t-il ressurgi. La situation rappelle le cercle vicieux qui s'était installé en 2022. D'abord, les négociations d'Istanbul, puis le compromis accepté par la Russie, le dialogue finalement rejeté par Kiev à la demande de ses soutiens, et enfin une contre-offensive ukrainienne qui s'est soldée par un échec. Cette fois, la chronologie semble se répéter. Les négociations d'Anchorage, un compromis accepté par Moscou et une opposition plus ferme encore de la part des Européens. Quelle sera la prochaine étape? Une nouvelle tentative de contre-offensive ne semble pas se dessiner à l'horizon. Mais un élément pourrait, comme après Istanbul, devenir inévitable. Les conditions d'un futur accord pourraient s'avérer encore moins favorables à Kiev. Direction le Moyen-Orient, la calmie n'aura duré que quelques jours. Téhéran et Washington ont relancé les hostilités en étendant la zone touchée à l'Irak et à la Jordanie. Après une pause de 4 jours, les États-Unis et l'Iran ont repris leur frappe mutuelle. Mercredi 29 juillet, l'armée américaine a annoncé l'interception de plusieurs missiles balistiques qui visaient ses bases au Moyen-Orient depuis l'Iran. En riposte, les forces aériennes des États-Unis ont lancé une attaque conjointe avec l'Arabie saoudite contre des milices pro-iraniennes en Irak. Le commandement central américain et l'armée saoudienne ont effectué le 28 juillet des frappes de précision en Irak contre des terroristes affiliés à l'Iran que le corps des gardiens de la révolution islamique avait dirigé pour attaquer les forces américaines et les infrastructures énergétiques saoudiennes. Des avions de combat américains et saoudiens ont frappé de multiples sites logistiques et dépôts d'armes des terroristes dans l'est de l'Irak en réponse forte à plus de 30 attaques de drones aériens dirigées par le CGRI au cours des 72 dernières heures. Les attaques injustifiées contre les forces américaines n'ont pas abouti. En confirmant ces frappes, le ministre saoudien de la Défense a accusé les milices soutenues par l'Iran d'avoir ciblé avec des drones des installations pétrolières dans l'est du royaume. Les frappes américano-saoudiennes en Irak ont visé les bases militaires du Hashd al-Shaabi, une alliance d'ex-paramilitaires qui inclut des groupes pro-iraniens. Selon son bilan provisoire, au moins 20 de ses membres ont été tués et une trentaine blessés. Et même si Trump assure que les frappes ont été coordonnées avec Bagdad, les autorités ne semblent pas avoir apprécié la démarche. La présidence de la République condamne les bombardements qui ont visé les quartiers généraux des forces de mobilisation populaire dans plusieurs régions et qui ont entraîné la mort de certains de leurs membres.
et en ont blessé un certain nombre d'autres. Elle considère ces actes comme une agression inacceptable, une violation flagrante de la souveraineté de l'Irak et une attaque contre ses institutions de sécurité officielles en contradiction avec les règles du droit international et la Charte des Nations Unies. L'Iran a également réagi à ces attaques conjointes en les condamnant et en les qualifiant de violations flagrantes de la Charte de l'ONU et du droit international. Le ministre iranien des Affaires étrangères a estimé qu'elle s'inscrivait dans les efforts des États-Unis et d'Israël pour étendre la guerre dans toute la région. De son côté, l'Iran a tiré cette nuit des missiles balistiques sur une base militaire américaine en Jordanie. Les gardiens de la révolution islamique ont déclaré que les attaques contre les installations militaires des États-Unis se poursuivraient jusqu'à ce que Washington cesse de menacer Téhéran. En riposte aux actions agressives de l'armée américaine, il y a 1 heure, l'armée de l'air du corps des gardiens de la révolution islamique a frappé la base aérienne et le centre de commandement central de l'armée américaine en Jordanie à l'aide de plusieurs missiles balistiques. La résistance se poursuivra tant que les menaces contre l'Iran continueront et que les forces américaines poursuivront leurs actions illégales et malveillantes contre nos intérêts. Les menaces provenant des responsables américains et les ingérences illégales contre nos intérêts doivent cesser. Suite à des échanges de frappes nocturnes, le président américain Donald Trump a déclaré que Washington n'excluait pas de s'en prendre encore à ces milices pro-iraniennes qu'il a qualifiées de « cancer du monde ». En ce qui concerne l'Iran, le chef de l'État américain a promis une réponse forte après une attaque sur la base militaire en Jordanie. Le président Trump a déclaré à Fox News à propos de l'Iran « On va leur péter la gueule, nous allons les frapper fort, ils vont prendre une raclée ». Ce regain de violence intervient alors que le président américain Donald Trump et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou se sont retrouvés à Washington pour la première fois depuis le début de la guerre contre l'Iran. Selon les sources d'Associated Press, Netanyahou a déclaré qu'Israël n'attaquerait pas l'Iran sans la demande des États-Unis, mais se réservait le droit de riposter. Il aurait également promis à Trump de continuer à transmettre des renseignements sur l'Iran. En Europe, la saison estivale est une nouvelle fois marquée par des incendies dévastateurs en France et en Espagne. Alors que les flammes progressent, les moyens aériens manquent et certains appareils restent cloués au sol. Une situation qui relance le débat sur les capacités européennes à faire face aux incendies. Le point avec notre correspondante à Paris, Nadège Abderrazak. Renommer la Gironde en Ukraine, c'est l'objet d'une improbable pétition. Son auteur fait un calcul simple. La France aurait engagé 12 milliards d'euros en Ukraine alors que le coût estimé d'un avion bombardier d'eau est de 62 millions d'euros. 12 milliards d'euros, l'équivalent donc de 193 Canadair. Pourtant, la France ne dispose que de 5 appareils au sein de sa flotte. Que ce nouveau nom lui permette enfin d'obtenir la même rapidité de mobilisation politique et financière. Que les premiers crédits servent à renforcer massivement la flotte de bombardiers d'eau, les moyens terrestres et les effectifs des sapeurs-pompiers. Nous ne demandons pas la charité, nous demandons que la protection des Français et de leur territoire devienne une priorité nationale. Si, pour être aidé rapidement, la Gironde doit s'appeler Ukraine, alors rebaptisons-la. Même au sein de l'opposition politique, le sujet fait réagir. À gauche comme à droite, on appelle à revoir les priorités budgétaires. Est-ce qu'on manque de moyens aujourd'hui pour lutter contre ces feux ? Mais bien sûr, et ça c'est 10 ans de coupes budgétaires par la Macronie, par les gouvernements, y compris de M. Attal et de M. Philippe, qui veulent être candidats à la présidentielle, mais qui sont responsables, qui ont une lourde responsabilité dans ce qui est en train de se passer. Le 25 juin dernier, l'UE a débloqué la première tranche des 90 milliards d'euros supplémentaires pour l'Ukraine. Une tranche de 3,2 milliards d'euros. Ça veut dire que ce jour-là, la France a cramé 600 millions d'euros pour l'Ukraine. L'équivalent de 12 Canadair neufs. L'équivalent de toute la flotte actuelle. 1 euro pour l'Ukraine, c'est 1 euro en moins pour nos pompiers. Pendant ce temps, chaque été, la France brûle. Cette année, plus de 120 000 hectares de végétation sont déjà partis en fumée et des centaines de milliers de personnes ont dû être déplacées. La situation est dramatique, mais le président de la République estime, lui, que la France a fait le maximum. Donc voilà, je pense qu'on a mis le maximum de moyens, il y a une mobilisation très forte de tout le monde sur le terrain et je veux vraiment ici les en remercier. Et vous savez, on fera tous les retours d'expérience et je m'en porte garant pour continuer de s'améliorer comme on l'a fait à chaque crise. Mais on a anticipé collectivement. Il y a eu un très gros travail qui a été fait, la nation a réinvesti dans tous les domaines civils et militaires. Mais au moment où on se parle, il faut qu'on soit unis et en action. Il y a des femmes et des hommes qui risquent tout pour protéger, qui se battent contre le feu. Tout ce qu'on doit faire, c'est les aider.
Voisine de la France, l'Espagne fait aussi face à des incendies hors de contrôle. Face aux flammes, l'un des outils les plus efficaces de la flotte aérienne espagnole reste pourtant cloué au sol, les hélicoptères russes Kamov. Des appareils particulièrement performants, capables de larguer plus de 5000 litres d'eau avec précision, y compris dans des zones difficiles d'accès. Mais ils sont aujourd'hui immobilisés en raison des sanctions européennes visant la Russie. Sanctions qui compliquent donc l'approvisionnement en pièces détachées et l'intervention des techniciens russes indispensables à leur maintenance. Le groupe parlementaire espagnol Sumar a demandé une dérogation pour permettre à ces appareils de reprendre du service. Le gouvernement espagnol a répondu que la décision relevait de Bruxelles, mais à ce jour, aucune exception n'a été accordée. Cet été 2026, alors que les incendies ont fait au moins 14 morts et brûlé plus de 170 000 hectares en Espagne, l'immobilisation de ces hélicoptères continue d'alimenter la polémique.